Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert. Et aujourd'hui on va se salir les mains, comme on dit, jeter un œil dans nos poubelles et parler de compost avec Guillaume Dopp, fondateur d'EduCompost, une structure accompagnant les porteurs de projets pour l'installation de composteurs collectifs. Guillaume, comment ça va ? Ça va bien Christophe, merci. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais, peut-être présenter également EduCompost ? Oui, en effet, j'ai créé ma structure EduCompost pour accompagner les porteurs de projets de compost collectif. Je viens de l'industrie du traitement des déchets et en parallèle, en fait, j'ai installé un compost en pied d'immeuble il y a une douzaine d'années. Okay. Et ce que j'ai trouvé super avec le compostage, c'est que 3 fois par jour, je sens que je fais une BA écologique à chaque fois que je débrasse les plats en détournant les biodéchets de l'incinérateur et à chaque fois que je mets ça au bioseau, j'ai ma petite décharge d'ocytocine, l'hormone du bonheur. Donc Et du coup, tu as eu un déclic pour te lancer dans le compostage ? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit je veux travailler dans ce domaine ? Ou ça a été au fil des années en travaillant dans le domaine du déchet, du traitement des déchets ? Je dirais que c'est en pratiquant que je me suis rendu compte que j'aimais ça. Il y a l'aspect humain aussi qui est sympathique parce que il faut mobiliser autour de soi, mobiliser les voisins et voir qu'on arrive à en faire un projet collectif. Et voilà, c'est cette prise de conscience de l'aberration de mettre dans la poubelle grise des déchets qui sont remplis à 80% d'eau et qui sont envoyés dans un four. Ça, c'est ce qui fait que le compost, justement, a un intérêt, c'est ça ? Par rapport au fait, on pourrait jeter, comme tout ce que tout le monde fait, jeter ses pots dans la poubelle. Voilà. En quoi c'est mieux de les jeter, d'en faire du compost ? Est-ce qu'il y a des intérêts autres que la terre finale ? Alors, moi, je dirais qu'il y a 3 familles de bénéfices. Il y a les bénéfices économiques, il y a les bénéfices écologiques, et les bénéfices sociaux. Du coup, on peut aller peut-être en détail sur chacun des domaines. Eh ben, écoute, économique, en fait, c'est bien d'avoir un ordre d'idée de ce que coûte la gestion des ordures ménagères. En gros, 1 tonne de déchets de sa poubelle grise, ça coûte 100 € à ramasser avec les camions, et ça coûte encore 100 € à traiter, soit en décharge, soit souvent en région parisienne par incinération. Donc, en détournant, il y a à peu près jusqu'à 30% de la poubelle, de ce que l'on jette habituellement dans la poubelle, qui est fermentescible et qu'on peut mettre dans un composteur. Donc, en détournant 1/3 de la poubelle, on fait gagner de l'argent à la collectivité. Aujourd'hui, c'est des économies pour la collectivité. Si on habite dans un territoire où on paye au poids avec la tarification incitative, on a même le bénéfice personnel. Mais déjà, on sait qu'on fait économiser de l'argent à la collectivité. Voilà. C'est peut-être les impôts locaux finalement qui en se retrouvent réduits. Ouais, la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, devrait s'en retrouver baissée. L'autre catégorie, c'est les bénéfices écologiques. Alors il y en a plein. Tant mieux, parce que c'est le thème de ce podcast. Ouais, voilà. Exactement. Donc du coup, allez, je me lance. Il y a la réduction des tournées de camions qui se remplissent moins vite. À partir du moment où il y aura un effet de masse suffisant, on pourra même supprimer, réduire la fréquence. Mais de toute façon, même sans réduire la fréquence, son propre geste dans des tournées, le camion se remplit moins vite, donc il va pouvoir collecter plus de maisons avant d'aller faire un aller-retour à l'incinérateur. Donc l'essence, matériel. On arrête de brûler de l'eau. C'est vrai. 80% d'eau, autant l'incinérateur, on pourrait en discuter, mais aujourd'hui a une utilité par rapport aux déchets ultimes, puisqu'on valorise énergétiquement. Mais là, on fait baisser le rendement du four, puisqu'on amène de l'eau qu'il faut vaporiser. Et ça se ressent réellement dans l'efficacité des fours de combustion ? Le fait de... je sais pas, est-ce que tu as vu s'il y avait eu des études dans certaines villes où le compost était vraiment utilisé de façon généralisée ? Est-ce que justement des choses comme ça ont été observées ? Alors j'ai pas vu d'études, mais
quand on visite un centre d'incinération, on voit la fosse où il y a les déchets, des grappins qui viennent alimenter le four, et il doit alimenter plus ou moins vite par rapport aux déchets plus ou moins calorifiques. Okay. Donc, et derrière, il y a un instrument qui mesure la production d'énergie. Ouais, oui, bien sûr. Soit pour faire de l'eau chaude et faire du chauffage urbain, quand c'est l'hiver et qu'il y a des besoins de chauffage, soit l'été, les gaz d'échappement font tourner des turbines et on fabrique de l'électricité. Et là, il y a une équation physique immédiate qui fait que quand on rajoute des déchets gorgés d'eau, eh bien, on fait baisser la chaleur de la combustion. La chaleur finale, la chaleur finale est réduite, et le rapport entre l'énergie apportée et l'énergie il faut remettre valorisée. Il doit mettre plus de déchets à forte valeur calorifique pour compenser de l'eau pour pouvoir arriver au même rendement. Donc, globalement, on fait baisser les rendements. Et il y a aussi un aspect par rapport aux produits qu'on retire du compost. Du compostage, c'est le compost, n'est-ce pas, qui est un engrais qui est excellent et qui va permettre de se passer d'acheter du terreau. Donc ça veut dire moins besoin d'aller au magasin, moins besoin d'avoir des camions qui amènent le terreau. Et il faut savoir que le terreau aujourd'hui est constitué en majorité de tourbe. Okay. Et que la tourbe, c'est une matière c'est un produit qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Il faut 5000 ans pour constituer une tourbière. Donc, comment elle est produite alors ? Elle est récupérée quelque part c'est-à-dire que c'est comme les énergies fossiles, c'est comme les carburants fossiles. On a une réserve et on tape dedans. Elle se reconstitue de 1 mm par an, je crois. Et en tout cas, c'est 5000 ans pour avoir de l'ordre de 2 mètres de tourbe, et donc c'est pas quelque chose dans lequel on pourra piocher à l'infini, à l'usage, à la vitesse à laquelle on la consomme. Et d'ailleurs, est-ce qu'on observe quand même entre le compost et cette tourbe utilisée comme fertilisant, est-ce qu'il y a une différence d'efficacité ou elles sont plus ou moins similaires ? Alors le compost est très efficace, il est très riche, il est tellement riche d'ailleurs que quand on doit l'utiliser pour rempoter, comme on l'utilise pour le terreau, quand on veut planter, eh bien il faut mettre 2/3 de terre et 1/3 de compost. Donc plutôt que du terreau. Donc on va dire qu'il est 3 fois plus riche que du terreau. Ok, oui. En pouvoir fertilisant. Mais il faut donc le doser. Sinon ça peut avoir l'effet inverse. Oui. Alors si on plante des courges ou des tomates, ça marche. Mais selon les plantes, il y a des plantes qui supportent pas la concentration du compost. Et pour ça, il faut le diluer dans de la terre. Et donc le troisième avantage sociétal ? En tout cas, social, pardon. Oui, social, sociétal. Les gens se croisent au composteur. Donc quand on fait un composteur en pied d'immeuble ou même de quartier, donc ça favorise les contacts. Et puis, ça permet de laisser la main aux citoyens qui s'approprient la gestion de leurs déchets. Donc, ça les responsabilise. Et il y a une étude de l'ADEME qui a démontré que les populations qui se mettent à composter, vont aussi mieux trier leur recyclable et vont avoir mécaniquement vont jeter moins d'ordures ménagères. Donc voilà, la responsabilisation, ça rend les gens fiers. Et c'est un premier pas vers la réduction des déchets qui les incite à aller plus loin. Ok, je vois, c'est un peu, j'ai l'impression, on peut faire un parallèle aussi aux personnes qui deviennent végétariennes et qui, en devenant végétariens, finalement, améliorent toute leur alimentation, font plus gaffe à ce qu'ils achètent, aux produits qu'ils achètent, vont peut-être aller plus vers du bio ou moins vers des produits transformés. Et donc là, finalement, le compost pour le zéro déchet peut être un moyen d'accéder justement d'agir de plus en plus en se responsabilisant. C'est Exactement. Ok. Et tu parlais des composteurs collectifs de quartier. Et maintenant, on voit beaucoup se développer les composteurs individuels, les lombricomposteurs. Oui. Est-ce que tu vois un intérêt d'aller vers l'un plutôt que vers l'autre ? Ou peut-être tu peux décrire la différence entre les deux, comment chacun fonctionne Oui. Alors la différence rapidement, donc un composteur en bac, on a un effet de masse qui fait que ça monte en température sous l'effet des bactéries et le processus de décomposition est rapide. Dans le lombricompostage, on n'a pas d'échauffement et c'est essentiellement les vers de terre qui vont faire le job de décomposition. Mais du coup, c'est comme c'est à froid, ça prend un petit peu plus longtemps. Et les vers de terre ont un régime alimentaire un petit peu plus... il y a plus de contraintes. On peut pas mettre des choses trop dures. Et pour le coup, c'est vrai qu'on peut pas mettre dans le lombricomposteur, on peut pas mettre d'agrumes, d'ail ou d'oignons, alors qu'on peut les mettre dans le composteur. Donc globalement, quand on a le choix, si on a la possibilité d'installer un bac de compostage, il vaut mieux le faire parce que c'est beaucoup plus simple
ça a une plus grosse capacité, alors que le lombricomposteur, il est plus petit, il faut le mettre chez soi, donc il faut réserver de la place dans son appartement, parce que en fait, ils ne survivent pas en dessous de 5 degrés. Donc on peut le mettre soit dans une buanderie, dans une cave ou chez soi, mais on peut pas le mettre sur son balcon ou dans son jardin. Ça, Ils survivront pas à l'hiver. Alors que le bac de compostage, lui, oui. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les lombrics de participer à la décomposition dans un bac de compostage. Et ils viennent de l'extérieur. Ils viennent du sol, et comme il y a un effet de masse à l'intérieur du bac de compostage, ils ne périront pas, même laissés dehors. Donc moi je tendance à dire, à chaque fois qu'on peut privilégier un composteur, soit domestique, on a son propre jardin, soit on se lance, je vous incite à vous lancer, c'est une super aventure, dans un composteur partagé, faites-le. Mais si vous êtes en milieu ultra-urbain, vous êtes que votre appartement, vous n'avez pas réussi à convaincre encore les voisins, eh bien commencez avec un lombricomposteur, c'est super sympa, et ça risque de beaucoup amuser les enfants. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'interview, on vous donnera les conseils pour lancer un composteur collectif, comment le faire finalement, là, dans la pratique. Mais peut-être on peut tout de suite, tu parlais des vers de terre pour le lombricomposteur, et même pour le composteur collectif, des vers de terre qui viennent. Quand j'en parle parfois à des amis, quand je parle de compost justement, ça les dégoûte un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés qui sont liés au compost. Et peut-être justement c'est l'intérêt de cette discussion d'un peu casser tout ça, casser tous les clichés qu'on entend par rapport au compost. Par exemple, les odeurs, parce que le compost ça pue. Ah là 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 là. Justement, qu'est-ce que tu peux en dire? Je vais te sortir des clichés comme ça et tu vas me dire un petit peu. Le compost ça pue. Le compost ça pue quand c'est mal géré. Quand c'est mal géré ou pas géré, quand c'est juste un dépotoir pourrissoir au fond du jardin, effectivement, ça sent mauvais parce que les déchets fermentent, ils sont pas aérés, ils sont en bloc comme ça. Mais à partir du moment où on a les clés assez simples, les secrets que je vais vous livrer aujourd'hui, pour bien entretenir son composteur, il y a aucune raison que ça ne sente. Je parle d'expérience. Donc le secret pour que ça ne sente pas, en fait, il y a 3 règles d'or. 3 règles d'or quand on veut entretenir son composteur. La première, c'est il faut mélanger des déchets frais, humides, qui sortent de la cuisine ou de la salle à manger, qui sont riches en azote, avec les déchets bruns, secs, et qui sont riches en carbone, et qui sont, en fait, qui ont un pouvoir structurant. Quand je parle de déchets bruns, par exemple, ça peut être du broyat de branches, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des bouts de carton, des rouleaux de papier toilette ou de sopalin, des boîtes à œufs. Et donc en mélangeant les deux, on a le rapport carbone sur azote idéal pour nourrir les micro-organismes, d'une part, et d'autre part, on s'assure, avec le pouvoir structurant de cette matière sèche, de laisser passer l'air. J'en viens à la deuxième règle d'or, c'est de bien mélanger. Il faut déjà faire des apports différenciés, première règle, mais il faut le mélanger et l'aérer. Donc là, il y a des outils, il y a des aérateurs, ou il y a des brasses compost. En fait, un brasse compost, c'est une espèce de tire-bouchon géant qui fait une quinzaine de centimètres de diamètre, que l'on enfonce dans son composteur et qui permet de retirer, de faire des carottages et de bien mélanger. Et ça, c'est une règle qui est importante parce que pour fabriquer de l'humus, il y a besoin de micro-organismes qui respirent, on dit en mode aérobie. Et si jamais on ne fait pas ça, et que on n'a que des déchets humides qui sont pas aérés et qui prennent en masse, finalement, à l'intérieur, il n'y a pas de circulation d'air. Et c'est là que c'est d'autres bactéries qui rentrent en jeu, qui sont anaérobies, et qui, du coup, au lieu de respirer, vont dégager du méthane et puer. Donc là, il y a double sentence, double peine. Non seulement ça pue, puis en plus, vous dégagez du méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc voilà. 25 fois plus important que le CO2. Exact, tout à fait. D'où l'importance de cette deuxième règle, bien mélangée, aérée. Et la troisième, c'est surveiller l'humidité. Un compost qui est tout sec, c'est en l'absence d'eau, rien ne se dégrade, c'est un pot pourri. Vous avez des vieilles tranches d'agrumes qui vont pas se décomposer parce que c'est tout sec. À partir du moment où c'est humide, là, les bactéries, les micro-organismes, les champignons vont pouvoir se mettre à l'œuvre. En revanche, si c'est trop humide, on retombe sur le problème où ça colmate. Et il n'y a pas de circulation d'air. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle un test pour savoir ça. Ça, je voulais te demander justement quelle est la bonne dose d'humidité pour un compost, entre les deux. Alors, scientifiquement, je te dirais que c'est entre 50 et 60% d'eau. Maintenant, tu vas dire, ok, merci Guillaume, mais comment on voit ça? Comment on voit ça? Eh ben, il y a un test qui s'appelle le test de la poignée. Donc là,
Si vous aimez mettre les mains dans la terre, vous y allez gaiement. Sinon, vous pouvez toujours mettre un gant. Donc, vous vous saisissez d'une bonne poignée de votre compost en cours de fermentation et vous serrez le poing. Alors, soit vous n'arrivez pas à faire un boudin, ça se désagrège tout de suite, c'est-à-dire que c'est trop sec. Ouais. Soit vous serrez le poing et il y a plein de gouttes qui s'écoulent et ça veut dire que c'est trop humide. Et le bon critère, c'est quand vous fermez, ça forme un boudin quand vous relâchez la main, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de gouttes qui s'écoulent. Un peu comme ça, ou le test de la poignée, ou le test comme une éponge. En fait. Donc voilà, ça c'est assez simple à faire. Et puis avec l'habitude, on le voit à l'œil nu après. Mais quand on connaît pas, on peut faire ce test. C'est vrai, c'est simple à faire, mais je pense que j'en connais certains de mes amis qui auraient un peu de dégoût à attraper de la terre comme ça, mais comme tu dis, c'est juste de la terre mouillée, pas comme des sels ou autre. On peut avoir cette image, donc faut pas avoir peur d'attraper la terre. Non, mais il faut avoir déjà eu l'occasion de plonger ses mains dans un compost. Non, mais dans un compost mûr, tamisé, dans lequel il y a une structure grumeleuse, fine, qui sent la litière de la forêt et qui s'égrène entre les doigts comme un sable fin. Une sensation hyper agréable et d'ailleurs quand je fais des animations avec les enfants, ils adorent. Il y en a que ça rebute au début, ils me disent c'est gras, etc. Et puis c'est les idées préconçues qui se font. Puis quand je les fais manipuler, à la fin ils mettent joyeusement les mains dedans. Et est-ce que c'est également en suivant cette règle qu'on évite l'arrivée d'insectes? C'est aussi un des clichés liés... Oui, alors il y a tous les indésirables. Alors il y a les insectes, c'est-à-dire nous on parle souvent des moucherons. Quand il y a des envolées de moucherons, quand on ouvre le bac, surtout l'été. Il y a aussi la crainte de voir des rongeurs pulluler. Alors, la recette pour éviter ça, alors ça se rejoint un peu pour les deux types de nuisibles. En fait, les moucherons, ils pondent dans ce qui est sucré, frais, c'est-à-dire des épluchures de fruits que vous allez mettre. Si vous les mettez juste au-dessus du compost, là, c'est open buffet pour les moucherons qui vont pondre dedans et puis il va y avoir plein d'éclosions, c'est un cycle assez rapide et puis ils vont repondre dedans, etc. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est les mettre hors de portée. Donc le bon geste d'apport, en fait, quand on apporte ces biodéchets dans le composteur, on vide son seau. Après, on étale, on les enfouit légèrement en griffant, et puis après, on met une dose de matière sèche. Il faut toujours avoir un réservoir de matière sèche à côté de son bac d'apport, et on dit, on met pour une mesure de déchets, cuisiné de table, on met une demi-mesure à une mesure en volume de matière sèche. Et donc on l'incorpore à la fin. On l'incorpore à la fin en les mettant au-dessus de ces déchets frais. Comme ça, on complète la tâche pour les moucherons à venir pondre. Et concernant les rongeurs, en fait, les rongeurs, ils aiment bien la matière, ils aiment bien manger comme nous, c'est des omnivores, des choses qui sont fraîches. À partir du moment où ça commence à se décomposer, ils vont plus y toucher. Donc eux, ils vont être intéressés surtout au tout début. Okay, oui. Donc la même chose, si jamais on a mis des belles épluchures et qu'on les laisse à la portée et très odorantes, c'est là qu'on va pouvoir avoir un effet d'attirance. En revanche, si jamais on les enfouit, ça va beaucoup moins les intéresser, ils vont se décomposer très rapidement. C'est-à-dire qu'en 48 heures, 24 à 48 heures, le truc aura commencé à partir en décomposition, ça va déjà plus attirer les rongeurs. Après, il y en a qui peuvent aimer, si c'est l'hiver, se mettre un petit peu au chaud dans le composteur. Là, c'est la régularité des apports. Vous venez à chaque fois, vous venez déposer vos biodéchets. À chaque fois, vous faites un petit coup de mélange avec l'outil. À force d'être dérangés, ils vont partir. Et en plus, quand on installe des sites en compostage de quartier, on met des grilles anti-rongeurs pour éviter qu'ils puissent venir. Ok. Là, tu parlais des éléments à mettre dans un composteur, matière verte, les épluchures et autres, matière brune. Mais est-ce qu'à contrario, il y a des éléments à ne jamais mettre dans un composteur pour des effets négatifs ou parce que ça ralentit le process de compostage? Oui, alors moi je donne souvent une règle simple qui est le végétal, tout le végétal, rien que le végétal. Avec une exception notable qui sont les coquilles d'œufs. Alors pourquoi cette règle ? La vérité, c'est que la viande se décompose très bien. La viande, c'est des protéines. Enfin, tout ce qui est protéines, glucides et lipides, les micro-organismes adorent, comme dans notre microbiote intestinal qui prédigère pour nous les nutriments. Ça part en un rien de temps. Mais ça peut attirer un peu plus, c'est odorant. Okay. Et c'est odorant surtout pour les rongeurs et pour les qui pourraient avoir plus envie de venir. Les rats particulièrement, j'imagine. Oui, c'est ça, les rats, les souris. Et puis voilà, il y en a que ça dégoûte un peu plus de toute façon. Donc quand on fait son composteur chez soi,
domestique, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, mettez tout ce qui est organique. Mais quand on fait un compost partagé, le but c'est que ce soit agréable et que les règles soient quand même acceptées par le plus grand nombre. Donc on va éviter de mettre de la viande. Enfin, de toute façon, la viande, ça se gâche pas. Il faut essayer d'éviter de la gâcher. Il y a des manières de préparer les restes. Donc voilà. Les coquilles d'œufs. Alors pourquoi c'est intéressant les coquilles d'œufs? Parce que c'est plein de calcium. Et que le calcium, c'est un des nutriments dont ont besoin les plantes pour former le fameux complexe argilo-humique. Et là, il y a des bouquins très épais sur le sujet, mais en tout cas, le calcium, c'est bon. En revanche, ce qu'il faut, c'est bien les écraser. Okay. Parce que si on les écrase pas, on les retrouve dans l'état où on les a mises, c'est-à-dire qu'on retrouve des bouts d'œufs, des gros bouts de coquilles d'œufs, ce qui est pas forcément très joli. Alors que si vous les écrasez, ça va accélérer leur dissolution. En fait, c'est une dissolution qui est mécanique, hein. C'est pas les micro-organismes, c'est vraiment une dissolution mécanique. Je dirais, après, voilà, vous faites ça à l'aune de végétal. Est-ce que c'est un végétal? Oui. Oui, tu parlais de viande, mais même les produits type pot de fromage, par exemple, c'est à éviter dans un composteur? Moi, je dirais, dans un premier temps, quand vous vous lancez, vous faites vraiment que le végétal. Okay. Puis, une fois que ça roule bien, que vous avez votre compost qui marche bien, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de problème, pas de visiteurs indésirables, eh ben, si jamais vous avez une petite croûte de fromage que vous allez mettre au milieu, vous mettez une croûte de fromage dans 4 kilos d'épluchures de légumes, ils vont se décomposer très vite et il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas de problème de visiteurs indésirables, alors vous pourrez mettre du pain, vous pourrez mettre du fromage, il n'y a pas de problème. Et alors il y a 2 idées reçues sur lesquelles je veux vraiment combattre, c'est les agrumes et l'ail et l'oignon. Je pense que c'est une idée reçue très colportée parce que notamment effectivement, ces éléments-là, ils sont pas conseillés pour le lombricompostage parce que les lombrics n'aiment pas ça. Mais en revanche, dans un composteur, vous avez une faune au niveau micro-organismes, vous avez des centaines de millions de bactéries, vous avez des champignons, vous avez des colamboles, des perce-oreilles, vous avez des acariens, vous avez plein d'animaux qui vont joyeusement se repaître de tout ça. Et on dit que c'est un petit peu bactéricide. Mais par rapport à cette richesse microbiologique, ils vont se défaire en un rien de temps. Surtout qu'une pelure d'oignon, si vous voulez, elle est très fine. Donc il faut voir que ça offre une surface de contact d'attaque pour les micro-organismes qui est très bonne. Et pour les agrumes, on dit parfois c'est un peu acide. C'est moins acide qu'une tomate. Et dans le processus de compostage, de toute façon, naturellement, il passe par une phase acide. Au moment de la fermentation aérobie. Donc il y a aucun problème. Et puis surtout, il faut faire l'expérience. Là encore, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, ayez un esprit inventif, pragmatique, et si vous ne me croyez pas, testez-le. Moi, j'en fais depuis 10 ans. Peau d'orange, au bout de 2 mois, je ne la vois jamais. Donc c'est que finalement, ça marche très bien avec. Et ça marche très très bien. Ok, on va passer maintenant à l'aspect pratico-pratique. Je connais certaines personnes qui veulent lancer justement un composteur de quartier. Quelles sont les principales étapes que tu leur conseillerais pour initier un mouvement au sein d'un quartier ou au sein d'un immeuble? Alors il y a ces deux configurations un peu différentes. Tu veux le mettre en pied d'immeuble sur un espace privé. Ce qu'il faut, c'est soit ce sont des immeubles où il y a une copropriété, donc il faut en parler au conseil syndical, leur donner tous les bons arguments, écologiques notamment, et en même temps, ce qui est important, c'est d'expliquer que on n'est pas en train de construire un bâti là. C'est quelque chose, si jamais ça marche pas, on pourra toujours le défaire. Mais qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas avec des gens qui sont motivés et qui sont formés. Donc convaincre le conseil syndical, en parler informellement avec les voisins, et puis mettre ça à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Parce que souvent, c'est ce que demandent notamment les collectivités pour pouvoir faire la dotation en matériel. Parce que la plupart des collectivités donnent ou donnent à prix, ou cèdent à prix symbolique le matériel pour composter. À partir de là, il faut trouver un endroit dans sa résidence où il y a quelques mètres carrés de terre, qui soient à plus de 5 mètres des habitations pour être sûr de ne pas avoir de blocage de la part des habitants. Et puis voilà pour le compostage collectif. Dans le compostage de quartier, alors au compostage collectif, sinon il faut demander l'approbation aussi au bailleur social, si jamais c'est des immeubles de location, loués. Et dans un composteur de quartier, là il faut contacter sa collectivité, c'est-à-dire souvent c'est la communauté d'agglomération, et il y a un maître composteur qui va être diligenté pour vous aider à monter le projet. Okay. Il faut trouver un site où il y a un petit peu d'espace vert, un sol d'où pourront venir les vers de terre notamment pour l'installer. On installe 3 bacs. Il y a un bac d'apport, un bac de maturation et un bac pour la matière sèche. Je réinsiste sur l'importance de la matière sèche pour que ça soit réussi et que ça soit un bon compost qui ne sente pas mauvais. Voilà. Et puis essayer d'être une petite équipe, de pas porter le truc tout seul. Il faut être
2-3 motivés. Et après, vous allez voir que finalement, vous allez avoir beaucoup de demandes. Si vous mettez une petite affiche avec un mail de contact en proposant à ceux qui sont intéressés de vous contacter, vous allez voir que parmi les gens qui passent, il y en a plein qui voudront, des voisins qui voudront tenter l'expérience. Donc, il suffit d'être un petit groupe au début et les participants vont venir sans aucun problème. Ok, ça marche. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer, comme on dit. Et donc, on va maintenant très rapidement passer dans la dernière partie de ce podcast, les écolotips. 4 questions courtes, 4 réponses courtes sur les 3 thèmes de ce podcast, l'alimentation, la mobilité et le zéro déchet. Ainsi qu'une 4e question sur les documents culturels en lien avec l'écologie que tu conseilles. Donc, première question, est-ce que tu as une recette végétarienne que tu prépares, que tu aimes préparer et que tu conseilles à tout le monde? J'ai envie de vous parler du yaourt. Okay. Yaourt fait maison, sans yaourtière. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter de yaourtière. Eh bien, c'est simplement utiliser son four. Parce que le four est finalement une étuve très bien isolée. Enfin, en tout cas, pour les fours assez récents, on les appelle vitres froides. Pourquoi ils sont vitres froides? Parce qu'ils sont bien isolés. Et ils sont beaucoup mieux isolés, d'ailleurs, qu'une yaourtière, où vous avez 2 mm d'épaisseur de plastique, et quand vous touchez, vous voyez que c'est chaud. Donc, il faut moins d'énergie pour maintenir à température constante que dans une yaourtière. Donc là, c'est très simple. Pour commencer, vous prenez un yaourt du commerce nature. Vous le délayez dans 2 litres de lait, par exemple demi-écrémé. Un petit coup de fouet. Et puis vous le mettez dans des bocaux. Soit vous utilisez des bocaux. Moi, j'utilise quelque chose que j'aime bien, c'est les pots de crème fraîche de la marque Vrai. On a le droit de citer des marques, Christophe? Allez-y. Ils font 200 millilitres, ils sont un petit peu évasés, ils ont un petit couvercle en plastique repositionnable. Donc, idéal pour réutiliser. Puis 200 millilitres, c'est mieux que 125, je trouve, pour quand on a des ados à la maison. Souvent, ils aiment bien ça et il faut la bonne dose. Donc, du coup, dans le récipient que vous avez sous la main. Et puis, vous réglez votre four à 45 degrés et vous le laissez une nuit. Donc moi, je fais ça le soir, vers 22h, 22h30. Ça me prend 3 minutes. Un yaourt, je délaye dans 2 litres de lait, je répartis dans des bocaux, je le mets au four. Et là, donc j'utilise en plus de l'électricité produite en surplus pendant la nuit, c'est-à-dire après les pics de consommation du soir et de la journée. Là où l'électricité est la moins chère aussi d'ailleurs. Et quand on a effectivement des heures creuses, heures pleines, c'est souvent 22h, 6h, c'est pas pour rien. Donc pendant la nuit, le yaourt se fait et au petit matin, quand je me lève, je l'éteins. Une fois que c'est refroidi, je le mets dans mon frigo et ça fait des très bons yaourts. Okay. C'est vraiment simple. Finalement, ça permet de démultiplier le nombre de yaourts. C'est 2 fois moins cher. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver du lait à 1 euro, du lait bio, on va dire à 1,15 €, 1,20 €. 2 litres, vous allez faire l'équivalent de 16 yaourts. Okay. Donc pour 2,30 €, vous allez faire l'équivalent de 16 yaourts du commerce. Donc je pense que c'est moins cher. Pas mal, ouais. Et puis du coup, ça évite des transports. Et vous savez ce que vous mettez dedans. Vous pouvez les aromatiser et tout avec des fruits. Ça marche. Un endroit en France ou à l'étranger proche, accessible en train, ou que t'aimes bien? Pour parler de la France, c'est vrai qu'en ce moment c'est plus facile de faire des déplacements à l'intérieur de la France qu'à l'étranger. Je parlerai de la baie de Somme, okay, où on peut prendre le train. Quand on habite Paris à la gare du Nord, on peut descendre à Noyelles-sur-Mer. Et la baie de Somme, il y a des très belles villes comme Le Crotoy, Saint-Valery, des villes moyenâgeuses avec un panorama absolument superbe sur la baie de Somme et une très grosse richesse ornithologique. Ok. Et tu vas régulièrement? Oui, mes parents ont une maison là-bas et c'est notre lieu où on se retrouve favori. pas trop loin de Paris. C'est pas mal, ça. C'est vrai que j'y ai été une fois et c'est vraiment super joli, ce coin-là, les plages justement. C'est assez impressionnant. Une astuce zéro déchet, autre que le compost, si possible, oui, bien sûr. que tu pratiques ou que tu aimerais pratiquer bientôt. Alors, c'est essayer d'aller chercher à valoriser tout l'aluminium que l'on jette. Pourquoi l'aluminium? Parce que l'aluminium, alors comme tous les métaux, c'est des choses qui se recyclent à l'infini. Parce qu'on peut purifier, c'est un élément simple. Les fondeurs le purifient et le réutilisent à l'infini. Et il faut 20 fois moins d'énergie pour... si vous prenez une canette en alu, il faut 20 fois moins d'énergie pour recycler cette canette et la fondre. Okay. Et en refaire une, que d'aller extraire de la bauxite, la purifier. Et puis une mine en Amérique du Sud. Exactement. D'autant que l'aluminium fond à basse température, donc il se recycle vraiment à bas coût énergétique. Et donc, petits éléments comme des opercules de bouteilles de lait, comme des opercules de yaourt, comme l'emballage de la vache qui rit, comme des tout petits bouts d'aluminium
qui, s'ils sont mis comme ça dans la poubelle jaune, en fait, ne vont pas être recyclés parce que dans les centres de tri, l'aluminium, c'est pas un métaux ferreux, donc il n'est pas attiré par un aimant. Donc ils ont d'autres techniques avec des trieurs à courant de Foucault. Enfin bref, ça fait on crée comme un effet magnétique, mais ça c'est moins fort que pour les métaux ferreux. Donc les petits éléments ne sont pas attirés. Il faut que la masse soit suffisamment importante. Donc qu'est-ce que je fais ? En fait, tout simplement, je dédie un bocal dans lequel je mets au fil des jours mes petits opercules divers et variés, mais qui à la fin de 2 semaines finissent par remplir mon bocal finalement. Et puis à l'occasion d'une fois où j'utilise une feuille d'alu au four, eh bien, une fois après avoir utilisé cette feuille d'alu, je l'étends, je verse tout mon bocal dedans et je fais une grosse boule. Et cette grosse boule, qui va être au moins grosse comme un gros poing, eh bien, elle est suffisamment grosse, elle a un peu la taille d'une canette d'alu, et elle est suffisamment grosse que pour être triée correctement dans le centre de tri. Ok, c'est vrai que je pense que presque personne ne fait ça, et c'est une bonne idée justement pour pas gâcher, entre guillemets, de la matière première. Ouais. C'est ça, pour pas gâcher cet alu. Top. Et dernière question, donc un élément culturel, livre, film, événement, que tu conseilles pour toute personne qui voudrait se renseigner un peu plus sur l'écologie. Alors j'ai envie de revenir au thème de ce podcast Café Vert du jour, qui est le compostage. Et il y a un ouvrage qu'a écrit Jean-Jacques Fasquelle, qui est un des pionniers parisiens du compostage urbain, qui a écrit Composter en ville, aux éditions Rustica. Jean-Jacques Fasquelle, donc facile à lire, plein de bons conseils. Je le conseille, si vous voulez vous lancer, vous lisez ça et vous en sortirez avec plein d'idées et une grosse envie de faire. Top, c'est vrai, ça fait un bon complément pour cet épisode de podcast. Si quelqu'un souhaite se lancer dedans, écoutez cet épisode et puis ensuite lire ce bouquin. Très bonne idée. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure, un point que tu aimerais donner ? J'ai juste envie de te remercier, Christophe, de m'avoir laissé la possibilité de parler de mon sujet favori. Merci à toi d'être venu. De tout ce que tu fais pour favoriser les échanges, pour réussir l'enjeu de la transition, quoi. La transition économique et énergétique, c'est tellement important. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est vrai que l'important, c'est d'agir et communiquer, en discuter. C'est toujours un petit pas de plus vers ça. Donc, merci à toi également d'être venu dans cet épisode et nous, on se retrouve bientôt. Salut Guillaume. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux, Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.